Alors, on est avec Audran Le Baron sur le salon Educatech Expo. Bonjour Audran. Bonjour. Alors, on s'est vu il y a quelques... Enfin, on s'est vu. On s'est rencontrés lors d'un podcast il y a un mois et demi. On a parlé de stratégie. Et on disait que cette stratégie, elle avait été écrite il y a un an. Donc, c'était l'heure de mise au point de ce qui avait été fait. Et puis là, on se revoit aujourd'hui sur ce salon où tout l'écosystème est présent. On va dire, c'est quand même une grosse affluence. Et la DNE est présente également sous la forme d'un stand, pas simplement pour montrer ce qu'elle fait, mais aussi pour encore échanger, reconstruire. C'est un travail permanent pour la DNE de construire, de s'adapter à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Euh, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à votre micro, on travaille sur un écosystème qui est très riche, que ce soit l'État, les collectivités, les entreprises de l'EdTech. Alors il y a beaucoup d'entreprises de l'EdTech dans ce salon. Donc tout cet écosystème, il faut le faire vivre, il faut l'animer. Et effectivement, il évolue tous les jours. L'environnement évolue. Il y a un an, on ne parlait pas d'intelligence artificielle générative. Il y a un certain nombre de priorités politiques également qui n'étaient pas forcément encore là et qui le sont désormais. On parle de découverte des métiers beaucoup aujourd'hui. On en parlait déjà il y a un an, mais maintenant ça devient un sujet prioritaire. Donc voilà, le monde dans lequel on évolue de façon générale et puis le microcosme de l'éducation évolue. Et donc évidemment, c'est l'occasion de régulièrement se poser la question: est-ce que notre stratégie est toujours à jour? Est-ce qu'il y a des choses à ajuster ou pas? Et donc on s'approche effectivement de la date anniversaire du 27 janvier, puisque c'était le 27 janvier dernier que la stratégie a été publiée. Et donc on s'est dit, et c'est un peu aujourd'hui dans le cadre de ce salon Educatech qu'on lance entre guillemets les travaux, on se dit voilà, c'est le moment de réunir de nouveau en groupe de travail les collectivités territoriales, les entreprises de l'EdTech, l'ensemble des représentants de l'éducation, pour se reposer la question, voilà, qu'est-ce qu'il faut changer dans la stratégie. Alors, je pense que je sors d'une table ronde où ça a été beaucoup dit par les partenaires et je m'en réjouis, c'est qu'il est nécessaire de s'inscrire sur le temps long. Une transformation numérique, qui plus est d'un écosystème que l'éducation nationale, c'est forcément sur le temps long. Et donc, il faut qu'on s'inscrive dans ce temps-là. Et la stratégie, elle était là pour ça. Elle était là pour projeter une vision à 2027, une vision sur 5 ans sur quel est notre cap qui va nous guider collectivement, quelles sont les actions prioritaires, etc. Et donc, il est important que ce cap soit de long terme et il ne soit pas remis en cause chaque année. Donc, l'idée n'est pas de retoucher aux grands objectifs, aux grands principes qui ont été édictés collectivement par la stratégie, ça on ne va pas la toucher, mais il y a quelques ajustements, des petits coups de tournevis qu'il faut réaliser. J'ai donné l'exemple de l'intelligence artificielle générative. Bon ben voilà, c'est quelque chose qui a déboulé dans l'espace public juste un mois avant la publication de la stratégie. On s'était posé la question, est-ce qu'on, en catastrophe, est-ce que dans la dernière ligne droite, on ajoute tout un chapitre sur l'intelligence artificielle qui était déjà présente par ailleurs dans le document de stratégie. On s'est dit qu'il ne fallait pas se précipiter. Mais voilà, un an après, je pense qu'il est intéressant d'en dire un peu plus dans la stratégie sur quelle est notre doctrine, entre guillemets, quels sont les principes qui nous guident sur l'usage de l'intelligence artificielle générative dans l'éducation. Donc voilà un exemple. Un autre exemple, c'est dans le dialogue continu que l'on a avec les EdTech, particulièrement aujourd'hui dans le salon. Nous avons constitué une première instance d'un comité de filière EdTech. Comité de filière, c'est quelque chose qui existe dans un certain nombre de secteurs économiques. Et voilà, ça n'existait pas dans le numérique éducatif. Et ça a été d'ailleurs souligné par quelques représentants des EdTech. C'est l'une des rares filières économiques qui font l'objet d'un comité de filière administratif. Donc ça, c'est assez important pour le souligner. Et donc, dans le cadre de ce comité, le premier a eu lieu en septembre, eh bien, on a une instance où on discute de la trajectoire économique, de la manière dont la puissance publique peut accompagner cette filière industrielle dans un développement en France, voire à l'international. Et donc, voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui a démarré, qui n'existait pas avant, avant d'avoir mis en place la stratégie du numérique pour l'éducation, et qui maintenant est là, et qui va nous permettre de développer un peu plus encore ce volet-là, avec un instrument qui avait été bien identifié dans le cadre de la stratégie, qui est le contre-source.
contre-source qui doit permettre, et il y a des arbitrages budgétaires lourds à prendre là-dessus, qui doit permettre demain à un professeur ou à une équipe pédagogique de s'emparer des ressources proposées par les EdTech qui lui paraissent pertinentes dans le cadre de sa pédagogie face aux élèves qu'il a. Alors je sais que la semaine dernière, justement, EdTech France est venu voir Monsieur le Ministre à parler de ce fameux contre-source qui est quand même crucial parce qu'en fait, on voit que c'est pas simple quand même d'être une entreprise EdTech en France. Le secteur éducation, c'est quand même, quand on parle de scolaire, c'est un petit secteur. On n'a pas la chance d'avoir un marché comme aux États-Unis de 250 millions d'habitants et donc autant de scolaires. Donc ça a toujours été difficile. Nous, à Ludomag, on est là depuis pratiquement une quinzaine d'années. Et on sait que cette filière, c'est compliqué. Alors, Monsieur le Ministre va venir demain, vous allez l'accompagner, j'imagine, l'accompagner pour lui faire découvrir des choses. Comment vous allez prioriser les choses ? Le sujet que l'on a en France, c'est celui du passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'on est... d'abord, on a beaucoup de EdTech très performantes qui ont des propositions d'outils, de services qui n'ont vraiment pas à rougir, bien au contraire par rapport à d'autres solutions internationales. On l'a vu, je l'ai vu, c'était au printemps dernier au Salon international du BET à Londres, où on a pu constater que les produits proposés par les tech françaises étaient généralement d'un niveau de maturité plus élevé, d'un niveau d'utilisation de la technologie à des fins pédagogiques plus élevé que ce qu'on pouvait trouver à l'étranger. Donc on n'a vraiment pas à rougir là-dessus, bien au contraire. En revanche, autant on est plutôt bons élèves en France pour impulser des innovations, expérimenter un certain nombre de nouvelles modalités pédagogiques d'utilisation de produits EdTech dans les classes via les territoires numériques éducatifs, via les marchés de type P2IA, un partenariat d'innovation en intelligence artificielle. Donc on est bon là-dessus. En revanche, une fois que les ressources sont mises au point, commencent à être utilisées, expérimentées, commencent à être déployées à plus grande échelle, le passage à un déploiement massif de ces ressources, c'est là que ça bloque. Et ça bloque notamment pour des raisons financières, budgétaires. Et donc, pas que, il ne faut pas réduire ça, il y a tout l'enjeu de formation des professeurs, il y a tous les enjeux d'équipement, mais là les équipements, globalement, on est maintenant plutôt bien lotis. Donc il y a un enjeu de formation et puis de financement de ces ressources. Et donc et c'est encore une fois là que pour moi le contre-source intervient parce que jusque-là on a beaucoup fonctionné par marché public. Et donc un marché public ça permet d'acquérir telle ou telle ressource, un nombre limité de ressources pour une durée limitée par le marché. En général c'est 3-4 ans. Sauf que à la fin de ce marché, si personne ne prend le relais, s'il n'y a pas un nouveau marché qui vient reprendre la chose, eh bien l'offre s'arrête, les ressources disparaissent et les professeurs se retrouvent avec la gomme et le crayon. Et donc tout l'objectif du contre-source, c'est d'assurer cette pérennité qui est un enjeu majeur pour le passage à l'échelle et donc permettre à chaque professeur de choisir les ressources parmi celles qu'il a pu commencer à utiliser dans le cadre de telle ou telle expérimentation et qu'il pourra ainsi utiliser de façon plus pérenne avec l'ensemble de ses élèves. Vous allez en parler avec les partenaires, le comité des partenaires notamment ? Alors évidemment, le comité des partenaires que l'on tient avec les collectivités territoriales, ça fait partie évidemment des sujets que l'on a et c'est pas le seul, il y a beaucoup de sujets évidemment avec les collectivités territoriales, mais justement c'est... je rebondis sur ce qu'on a pu dire et ce que les partenaires ont pu dire à la table ronde tout à l'heure. C'est que la stratégie, la vision stratégique que l'on a portée, pardon si je me répète, mais ce n'est pas une vision du ministère, c'est la vision de l'ensemble de l'écosystème qui a partagé cette... Et un de mes enjeux en interne du ministère, c'était de modifier la posture du ministère vis-à-vis des partenaires. C'est-à-dire vraiment de nous positionner dans une posture d'écoute, de co-construction, et ça change tout. C'est-à-dire que maintenant, on a une relation de confiance avec les collectivités territoriales, avec les EdTech, avec l'ensemble des partenaires, et maintenant on peut construire de façon beaucoup plus fluide, constructive, etc. Donc ça a été clé, c'est un changement dans la méthode qui a été apporté par le processus de construction de la stratégie, et qui est maintenant un atout formidable pour avancer.
Oh, mais merci Audran, je crois qu'on a fait pas le tour parce qu'il y a toujours plein de sujets. Bonne visite avec Monsieur le ministre demain, hein, même si on va passer la semaine prochaine. Mais voilà, j'espère qu'il va rencontrer quand même des pépites. Hein, alors, vous parliez de sociétés de bon niveau. Je crois qu'il y a quand même Nomade Éducation, des gens qui travaillent avec le CNED d'ailleurs, hein, Évidence B. Il y a quand même du gros niveau hein, qui remportent des contrats à l'international. Est-ce que, alors je sais bien que ce n'est pas le rôle de la DNE, hein, qui a un service spécifique à l'éducation nationale qui fait la promotion de ça, mais on est quand même dans un environnement, on disait par rapport à la stratégie, il y a eu quand même une maison de la francophonie, enfin un château hein, de la francophonie qui a été créé. Cette importance de la langue française avec des ressources en langue française, c'est aussi d'importance pour servir ce qu'il y a dans les établissements en France. Oui, absolument. Vous parliez de modèle économique hein, tout à l'heure. Il est évident que pour nos startups françaises, startups ou entreprises plus matures hein, ou éditeurs, il y a un enjeu fondamental à étendre le marché à l'ensemble de la francophonie. C'est le plus accessible quelque part parce qu'il n'y a pas l'obstacle de la langue, mais au-delà. Et c'est valable d'ailleurs que ce soit pour les offres EdTech, mais également pour la deuxième jambe sur laquelle nous marchons quand on parle d'offres numériques, également sur les communs numériques. On parlait de PIX sur la montée en compétences des élèves comme des professeurs. Eh bien PIX, voilà, c'est un commun numérique français qui est étendu dans la francophonie, où effectivement la Belgique est là, mais il y a également des pays en Afrique du Nord qui sont intéressés, etc. Et donc au-delà, à l'international, PIX travaille à des traductions en Europe, voire au-delà. Donc voilà, à la fois pour nos EdTech françaises et pour les communs numériques, il y a un enjeu de passage à l'échelle internationale qui est crucial pour bénéficier de tout ce qui va avec. En fait. Et vous suivez ça avec attention. Absolument. Merci. Merci à vous.